Que se passe-t-il avant les films Star Wars? Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il m'est arrivé à de nombreuses reprises sur cette chaîne de vous permettre de découvrir des événements ou des époques que vous ignorez totalement dans Star Wars. Alors aujourd'hui, on va poursuivre dans cette voie, car je vais vous présenter les choses que beaucoup ignorent, même parmi les plus calés quant à l'univers étendu. Donc accrochez-vous bien, car aujourd'hui on va partir des millénaires en arrière, afin de découvrir tout ce que vous ignoriez sur ce qui précède les films dans l'univers étendu. Alors au programme, vous aurez la présentation de ceux qu'on peut assimiler aux créateurs de l'univers, mais aussi des informations sur le premier empire alien qui a pu régner sur une immense partie de la galaxie, et qu'ils étaient très loin d'être ceux qu'on pourrait qualifier de gentils. Mais on abordera également le cas de la création de l'ordre Jedi, et bien sûr de leurs ancêtres. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous donner une petite anecdote. Si vous ne le saviez pas, au moment de la production du premier Star Wars, George Lucas s'était inspiré d'énormément d'œuvres qui lui étaient chères. Et concernant les batailles spatiales, quoi de mieux que de s'inspirer plan pour plan d'archives de la Seconde Guerre mondiale? Et justement, aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par le jeu War Thunder. War Thunder, c'est un jeu d'action à grande échelle absolument épique en multijoueur et totalement gratuit, qui vous transportera directement au milieu de gigantesques batailles où s'affronteront des véhicules terrestres, des avions, mais aussi des navires de guerre provenant du milieu du XXe siècle jusqu'à nos jours. Et en plus, le jeu est disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Sur War Thunder, vous allez ainsi être à même de participer à de gigantesques batailles particulièrement réalistes grâce au superbe graphisme et à un sound design aux petits oignons. Et s'il y a des spécialistes parmi vous, ils seront sûrement éblouis de voir avec quelle précision chaque véhicule a pu être modélisé. Et dans la même veine, un aspect du gameplay que j'affectionne tout particulièrement, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de barre de vie. Chaque coup que vous allez tirer ou subir aura un effet bien particulier en fonction de l'endroit qui a été touché. À vous donc d'être le plus précis possible. En plus, en ce moment, le jeu a eu droit à une nouvelle mise à jour, la Danse des Dragons, qui vous offre une toute nouvelle gamme de navires de combat français ainsi que des avions américains et chinois. Si vous téléchargez le jeu gratuitement dès maintenant en suivant mon lien dans la description, vous aurez droit à de super bonus comme la possibilité de louer l'avion P-41 ou le char M4 pendant une semaine, ainsi que des camos uniques et gratuits, sans compter sur les 100 000 Silver Lions, les 3 véhicules premium gratuits et surtout une semaine où votre compte sera totalement premium. Donc si vous avez soif d'action et de sensations fortes, War Thunder n'attend plus que vous. Et notre voyage commence plusieurs milliards d'années avant les films, au moment où le Big Bang intervient et que la galaxie que nous nous apprêtons à explorer fait son apparition. Dès lors, de nombreuses espèces vont apparaître les unes après les autres, mais l'événement le plus marquant est certainement la guerre qui oppose les Ailes, les premiers ancêtres de ceux qui seraient amenés à devenir les humains, aux mystiques Tongs, ceux que l'on nommerait plus tard les Mandaloriens. Ceux-ci s'affrontent alors sur la planète Neutron, que vous connaissez sans le savoir puisqu'elle deviendra Coruscant. Quoi qu'il en soit, malgré une défaite importante des proto-humains qui inspirera plus tard le célèbre chant du Da Verda Verda, rendu populaire notamment par sa réinterprétation par l'armée de clones, les Ailes remportent la victoire finale et s'assurent du contrôle total de leur monde natal. Près de 100 000 ans plus tard, les Célestes, des êtres semi-divins assimilés à la Force elle-même, mettent au point la station Centerpoint qui leur permet de créer de tout nouveaux systèmes stellaires. C'est par exemple le cas du système corélien ou bien encore de l'amas de Apès. Mais ce n'est pas tout. C'est également de cette manière qu'ils peuvent créer un gigantesque amas de trous noirs qu'on surnommerait plus tard la Gueule, dans laquelle ils viennent enfermer une terrifiante entité, Abeloth, qui se réveillerait bien plus tard pour semer le chaos et la destruction. C'est dans les années qui suivent que le voyage spatial est mis au point, bien que cela reste assez primitif. Mais les Kwa, l'une des plus anciennes espèces ayant vu le jour, mettent au point une nouvelle technologie, celle des portes de l'infini, qui leur permettent d'explorer la galaxie. Dans leur grande bonté, ils avaient offert leur connaissance à l'espèce des Rakata, qui finissent malheureusement par se retourner contre eux. Dans leur désarroi, les Kwa font le choix de se retirer sur leur monde natal, Dathomir, pour y disparaître définitivement, refusant de prendre le risque d'impacter négativement de nouveau le monde qui les entourait. C'est également plus ou moins à ce moment-là que les Toyors, 8 étranges vaisseaux pyramidaux, font leur apparition partout à travers la galaxie,
appelant à eux tous les êtres sensibles à la force, avant de tous se rejoindre sur Tython, où les pèlerins peuvent fonder l'ordre des Jedi. Un groupe d'utilisateurs de la force s'acharnant à trouver le juste équilibre entre l'utilisation du côté lumineux, Ashla, et le côté obscur, Bogan. Quelque temps plus tard, les terribles Rakata, désormais à même de découvrir la galaxie grâce aux connaissances apportées par les Kwa et à leurs propres découvertes, notamment sur le côté obscur de la force qu'ils parviennent à utiliser pour activer leurs armes ou alimenter leurs vaisseaux de combat, se lancent dans une gigantesque invasion des mondes environnants, guidés dans leur quête uniquement par le désir de se nourrir de mondes sensibles ou tout du moins puissants à travers la force. Ils éduquent ainsi des limiers chargés de repérer et de découvrir ces mondes pour le bénéfice de leur maître. C'est la naissance de l'Empire Infini qui s'étend à travers toute la galaxie, mais il faut tout de même prendre en compte le fait que la majorité des mondes existants n'étaient pas encore connus, si bien qu'au summum de leur puissance et malgré l'étendue de leur territoire, les Rakata ne régissaient en réalité qu'environ 500 de planètes. Et c'est d'ailleurs sous leur impulsion que Kashyyyk est devenue telle qu'elle est aujourd'hui et que les arbres Vroshir sont apparus. À ce moment-là, une autre espèce invasive, les Kilix, tente également de s'étendre, mais après plusieurs revers, ceux-ci disparaissent presque totalement en prenant la route des régions inconnues, probablement suite à une intervention directe des Célestes qui auraient vu en les Kilix une espèce beaucoup trop dévastatrice pour leur propre création. C'est également dans les siècles qui suivent que les Rakata tentent de s'accaparer de Korriban. Malheureusement pour eux, ce monde est sous la domination d'un certain Hadas, le régent local, qui parvient à leur tenir tête et mieux encore, à les repousser, même si cela lui coûte la vie. Cette défaite est un premier revers pour les Rakata qui n'avaient jusqu'alors jamais eu à faire face à un monde en mesure de leur résister. Et à noter qu'après avoir été en contact avec les envahisseurs, les Sith de Korriban mettent la main sur un certain nombre de technologies, comme notamment celle des holocrons, mais également sur l'hyperpropulsion, qui leur permet de coloniser les mondes environnants. La chose est plus ou moins la même pour les humains de Coruscant qui s'étendent peu à peu dans les mondes du noyau et de ses alentours, comme notamment sur Kuat, Alderaan ou bien encore la Main de Tion. Du côté des Jedi, ceux-ci doivent d'abord faire face à une tentative d'oppression de la reine Adia lors de la guerre des despotes qui prend fin après sa mort, mais qui laisse ensuite la place aux guerres de la Force qui opposent divers adeptes et partisans d'Ashla à ceux de Bogan. Un affrontement qui s'étale sur plus d'une dizaine d'années, ce qui permet même à l'Empire Infini de se mêler à ce terrible conflit en tentant logiquement de s'emparer de ce monde particulièrement riche et puissant dans la Force. Mais le tout se conclut par la défaite des Rakata et des disciples de Bogan. Les survivants fondent ensuite un nouvel ordre, l'Ordre Jedi. Après ces multiples revers, l'Empire Infini entre dans sa période de déclin. Ils ne sont plus invincibles et certains prétendent que leur utilisation abusive du côté obscur aurait engendré une réponse directe de la Force qui aurait décidé de les frapper à travers une maladie qui les priverait de leurs capacités. Ce qui provoque par là même de nombreuses révoltes d'esclaves, ceux-ci ayant bien pu constater le récent déclin de puissance de leur maître. L'Empire s'éteint définitivement aux alentours de l'an 25 200, même si des survivants peuplent encore la planète Léon, leur monde natal, bien des millénaires plus tard. Puis vient ensuite le tour de l'épopée d'un personnage dont vous n'avez certainement jamais entendu parler, Xim le Despote. Xim naît sur Argaï, il est le fils d'un puissant pirate et très tôt il se sent destiné à accomplir de grandes choses. Il débute sa carrière comme leader d'une organisation criminelle avant de se lancer en politique. Mais avant même d'en arriver là, Xim s'était déjà bâti une solide réputation, notamment après avoir fait massacrer toute la noblesse d'un monde que son père souhaitait conquérir. Et justement, après la retraite de ce dernier, Xim prend évidemment sa suite et achève la conquête de la Main de Tion. Pour consolider son royaume, le nouveau seigneur s'appuie sur une bureaucratie et des académies de premier ordre, ce qui lui permet de disposer d'une armée et d'un gouvernement particulièrement compétents. Cette nouvelle puissance entre ses mains, Xim peut poursuivre ses conquêtes, s'assurant de la loyauté des mondes nouvellement conquis grâce à l'utilisation d'une police secrète et à ses méthodes de terreur qui viennent effrayer les populations. Il envoie également ses propres sujets coloniser les mondes inhabités afin d'augmenter les ressources dont pourrait disposer son nouvel empire. Finalement, son ascension et ses conquêtes
le conduisent à faire la rencontre de ceux que l'on nomme les Hutt. Et face à un adversaire aussi belliqueux, la guerre ne pouvait être qu'inévitable. Celle-ci débute donc en l'an 25 102 et s'étendra sur 6 longues années, au cours desquelles le rival de Xim, Cossack le Hutt, comprenant bien que son adversaire n'était pas n'importe qui, ferait vite le choix d'utiliser la ruse pour tenter de prendre l'avantage. Notamment en provoquant ce dernier dans des combats ritualisés sur la planète Vontor, mais Xim échouera à 2 reprises lors de ces tentatives. Finalement, épuisés par l'endurance et le nombre de leurs adversaires, Xim et ses armées sont balayés lors de la 3e et dernière bataille de Vontor. Surpris par les nouvelles armées d'esclaves des Hutt, composées essentiellement de Nyktos, de Wickey ou bien encore de Clatwiniens. Xim est lui-même capturé puis aveuglé avant d'être exposé comme trophée dans tout l'espace Hutt avant de mourir comme esclave dans l'un des nombreux cachots de son terrible rival. Néanmoins, son empire lui survit quelque temps avant d'être scindé en plusieurs royaumes et la police secrète formée par Xim évoluera également et deviendra progressivement un syndicat du crime qui continuerait d'œuvrer pendant les 20 000 longues années qui suivraient. C'est après la chute du despote que la galaxie entre dans une toute nouvelle ère qu'on qualifie d'expansionniste. Elle commence par la découverte de l'hyperpropulsion par des scientifiques coréliens qui peuvent coloniser toute la galaxie, et c'est également à ce moment-là que la République galactique est fondée. Mais elle ne compte alors en son sein que des mondes du noyau. Mais c'est tout de même suite à l'établissement d'une vaste route commerciale, la première d'une longue série, que la République allait pouvoir s'étendre considérablement. C'est ainsi qu'ils entrent en contact avec l'Ordre Jedi, désormais établi sur Ossus, et que ces derniers décident de la rejoindre et de la protéger. Mais ils entrent également en contact avec les Moons de Moonilinst, qui apportent un soutien financier constant à la jeune République, qui devait faire face à l'arrivée constante de nouveaux membres qui craignaient d'être un jour envahis par les Hutt, qui représentaient alors la seule véritable menace d'envergure dans tout l'espace connu. Malheureusement, c'est près de 500 ans plus tard que le fragile équilibre galactique bascule. Lorsque le premier grand schisme Jedi intervient après que l'un de leurs membres, un certain Xendor, qui avait estimé que l'ordre Jedi à travers ses nouvelles doctrines était devenu trop rigide et qu'il était justifié d'explorer d'autres aspects de la Force, comme notamment le côté obscur. Là où le reste de l'ordre avait depuis quelque temps décidé de s'aligner sur la philosophie plus pacifique du peuple Kaamassi. C'est ainsi qu'un conflit éclate et que Xendor mène une révolte contre ses anciens camarades. Lui et ses soutiens se réunissent d'abord sur la planète Leto, ce qui donnerait leur futur nom de Légion de Leto, d'où ils peuvent ensuite poursuivre leur étude des mystères de la Force. Lorsque la guerre éclate enfin, Xendor décide de s'attaquer directement à Ossus afin de mettre un terme rapide au conflit. Mais face à l'échec de ses troupes, son souhait d'une guerre rapide était vain. Le conflit s'étend alors sur de nombreux mondes et atteint même Coruscant avant de se poursuivre sur Columus où Xendor est tué lors d'un combat singulier, ce qui permet à son associé Arden Lyn de prendre sa suite. Mais celle-ci était désormais forcée de constater de la supériorité de ses adversaires et elle est elle-même vaincue sur Irkala où elle est plongée dans une stase profonde et ne serait réveillée que plus de 24 000 ans après ces événements. Après cela, la guerre éclate de nouveau 5 siècles plus tard, lorsque l'hégémonie de Thion s'attaque à la République et parvient notamment à atteindre son point central avant d'être repoussée jusque dans ces terres où les républicains en sont réduits à dévaster les mondes ennemis pour les empêcher de riposter. Des actes absolument odieux sont alors commis, ce qui trouble l'ordre Jedi qui pense pendant un temps à rompre tous ses liens avec la République. Mais après d'intenses négociations, ils acceptent finalement de poursuivre leur association et de conserver leur rôle de gardien de la paix. Dans les siècles qui suivent, un Jedi fait même la découverte de la planète Ilum, qui deviendrait plus tard un véritable sanctuaire pour les membres de son ordre. Voilà ce qu'il en est pour l'histoire avec un grand H, des premières ères et des premiers événements importants de cette galaxie lointaine, très lointaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous souhaitez que l'on poursuive notre exploration du passé de Star Wars, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires. J'en profite bien sûr pour toujours remercier les personnes qui font le choix de me soutenir, que ce soit ici en cliquant sur le bouton rejoindre, ou bien alors sur Tipeee. Merci à vous tous, sincèrement. Et enfin, de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.